Elliot Varenne se tenait au milieu de la salle d'audience, le balai toujours à la main, tandis que toute la salle était plongée dans le silence. « Je la protégerai », dit-il d'une voix tremblante, mêlant peur et détermination. Ses doigts calleux se crispèrent sur le manche du balai, comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. À la table des accusés, Ariana Lockhart, la milliardaire que son propre avocat venait d'abandonner, leva la tête et le regarda avec une incrédulité totale. Aucun d'entre eux ne savait que ce simple moment marquerait le début du démantèlement de l'une des conspirations les plus sombres de l'histoire des entreprises américaines. Mais avant que tout ne commence à changer, qu'est-ce qui, selon vous, a poussé Elliot, quelqu'un qui avait presque tout perdu, à sortir de l'ombre à ce moment précis? La lumière automnale de New York filtrait à travers les hautes fenêtres du tribunal fédéral de Manhattan, projetant des rayons de lumière sur le sol en marbre qu'Elliot Varenne venait de nettoyer. À 5 heures du matin, comme tous les jours depuis 15 ans, il était déjà là. Un homme de 45 ans aux cheveux bruns, commençant à grisonner, et aux yeux d'un brun profond, vêtu d'un uniforme de maintenance de la marine avec le mot « maintenance » brodé sur la poche de poitrine. Le petit appartement du Queens était encore plongé dans l'obscurité lorsqu'il est parti à 4 heures du matin. La pièce ne contenait qu'un lit simple, un petit poêle et un mur nu orné d'une seule photo, celle de son mariage avec Sarah, 17 ans plus tôt, avant que le cancer ne lui enlève la femme qu'il aimait. À côté, il y avait une photo de leur fille, Léa, aujourd'hui âgée de 20 ans et en dernière année d'université. Sur la photo, elle n'avait que 5 ans et souriait joyeusement dans les bras de sa mère. Elliot n'alluma pas la lumière en quittant la maison. Les factures d'électricité étaient élevées en hiver, et avec un salaire de 2800 $ par mois, chaque centime comptait. Son petit déjeuner se composait uniquement de café noir, de pain grillé et de nourriture qu'il avait emporté de la cafétéria du sous-sol du palais de justice, un petit privilège réservé au personnel d'entretien. Ce matin-là, alors qu'il poussait son chariot de nettoyage dans le couloir du 3e étage, Elliot s'arrêta devant la salle d'audience 302, qu'il considérait comme le lieu des affaires les plus importantes. Et aujourd'hui, l'une des batailles juridiques les plus importantes de l'histoire de New York allait commencer. Le procès contre Ariana Lockhart, la milliardaire de la technologie dont la fortune s'élevait à 14 milliards de dollars. Il n'avait pas entendu parler de l'affaire aux infos. Il ne possédait pas de télévision, mais il avait passé des nuits à nettoyer cette même salle d'audience. Il avait vu les avocats tirer à 4 épingles, entendu ce qu'ils disaient lorsqu'ils pensaient que personne ne les écoutait. Pour eux, le concierge n'était qu'un meuble, invisible, qui ne méritait pas qu'on s'y attarde. Mais Elliot n'avait pas toujours été invisible. Il y a 15 ans, il était l'une des étoiles montantes de Whitfield & Associates, un prestigieux cabinet d'avocats de Manhattan. Il avait un bureau d'angle avec vue sur Central Park, la réputation de ne jamais perdre une affaire importante et un avenir brillant, jusqu'à ce que tout s'écroule. Il repoussa ses souvenirs. C'était du passé. Désormais, il lavait les sols, astiquait les bancs, vidait les poubelles, un travail honnête qui lui permettait de payer son loyer et d'envoyer de temps en temps un peu d'argent à Léa, même si elle refusait toujours de le prendre. Alors qu'Elliot s'apprêtait à quitter la salle d'audience, son téléphone vibra. Un message de son supérieur. « Varenne, la salle 302 doit être nettoyée à nouveau. VIP aujourd'hui. » Elliot expira. Les VIP signifiaient pression, inspection et d'innombrables occasions de se faire hurler dessus pour la moindre erreur. Mais comme toujours, il ne se plaignit pas. À 9 heures, la salle d'audience était bondée. Les journalistes se pressaient, les avocats se redressaient à leurs cravates, les claviers cliquetaient furieusement. À la table de la défense, Ariana Lockhart était assise seule. Elle avait 38 ans, mais semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Ses yeux bleus, autrefois vifs, étaient désormais voilés par la fatigue. Son tailleur Armani était impeccable, mais ses épaules légèrement voûtées et ses mains crispées trahissaient la tension qui la consumait. À côté d'elle se trouvaient 6 chaises vides, réservées à son équipe juridique de Preston, Holloway et Schmidt, le cabinet le plus cher de New York, facturant 6 000 $ de l'heure. Mais ils ne se sont pas présentés. Elliot regarda l'horloge. 9h15. Le procès allait commencer dans 15 minutes. Ariana continuait d'appeler, et chaque fois qu'elle raccrochait, son visage pâlissait davantage. Elliot savait qu'il ne viendrait pas. Il l'avait abandonné. « Levez-vous !» annonça l'huissier. La juge Caroline Fisk entra, sévère, froide, expérimentée. Elle s'arrêta lorsque son regard se posa sur les chaises vides et demanda « Mel Lockhart, où est-ce votre équipe juridique ?» Ariana se leva
essayant de rester calme, mais sa voix tremblait. « Je ne sais pas, à votre honneur. Ils étaient là hier. J'ai essayé de les contacter toute la matinée, mais personne n'a répondu. » La procureure Catherine Morris se leva, un sourire triomphant sur les lèvres. « Votre honneur, il est clair que la défense a été abandonnée. Nous demandons un jugement par défaut. » La salle d'audience s'est mise à murmurer. Les journalistes tapaient frénétiquement sur leur clavier. La juge Fisk soupira. « Si vous n'avez pas de représentant légal, la Cour ne peut pas retarder indéfiniment. Je suis obligé de le faire. Je la protégerai. » La voix chaude et profonde résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. Tout le monde se retourna. Elliot Varenne se tenait là, à côté de son chariot de nettoyage, la serpillière encore à la main. Les lumières se reflétaient sur ses cheveux grisonnants, et son visage, marqué par 15 ans d'endurance, était désormais illuminé par la détermination. Des rires étouffés éclatèrent, d'abord discrets, puis plus forts, mais il ne broncha pas. Elliot posa le balai et remonta l'allée. 2 décennies passées à nettoyer des sols n'avaient pas effacé la prestance d'un avocat qui avait autrefois remporté des affaires importantes dans cette même salle. La juge Fisk haussa un sourcil. « Qui êtes-vous ? » « Je m'appelle Elliot Varenne, votre honneur. Je voudrais représenter Mademoiselle Lockhart. Et vous, à la place d'Ariana, vous lui feriez confiance à cet instant précis ? Dites-moi oui ou non en commentaire. Je veux vraiment lire vos raisons. » Catherine Morris eut un rire moqueur. « Un concierge qui veut être avocat. » Elliot soutint son regard. « J'ai été membre du barreau de New York pendant 18 ans. » Une vague de chuchotements parcourut la salle. Elliot sortit son portefeuille usé et présenta son ancienne licence, toujours valide. La juge l'examina, le visage légèrement pâle. « Monsieur Varenne, depuis combien de temps n'avez-vous pas exercé ? » « 15 ans, votre honneur. » L'atmosphère devint plus pesante. La juge poursuivit. « Et vous pensez être toujours compétent ? Votre honneur, cette femme mérite d'être défendue. Je connais la loi, je connais la procédure, et je comprends ce que signifie la justice. » Ariana se leva. Elle le regarda dans les yeux, y voyant ni désespoir ni ambition, mais une sincérité qu'une équipe d'avocats à $6 000 de l'heure ne pourrait jamais offrir. « Oui, votre honneur, dit-elle. J'accepte, monsieur Varenne. » La salle d'audience explosa. La juge Fisk se frotta les tempes. « Vous avez 15 minutes pour vous entretenir avec votre cliente, et ne retardez pas la procédure. » Elliot s'approcha de la table de la défense, mais fut bloqué par la sécurité. « Désolé, seuls les avocats sont autorisés dans cette zone. » Elliot tendit sa carte. La juge acquiesça pour confirmer. Le garde s'écarta maladroitement. Lorsqu'il s'assit, Elliot sentit tous les regards fixés sur eux, mais il ne regardait qu'Ariana. « Quelque chose ne va vraiment pas ici, » murmura-t-il. « Il ne s'agit pas seulement de vos avocats qui vous abandonnent, tout est orchestré. » Ariana lui a répondu dans un murmure. « Comment le sais-tu ? » « Parce que j'ai vu des milliers de cas au cours des 15 dernières années. Celui-ci n'est pas naturel. Alors qui ? Nous le découvrirons. Mais d'abord, j'ai besoin de tout savoir. » Ariana la regardait. Cet homme qu'elle croisait tous les jours sans le remarquer. L'homme qui l'avait défendu, alors que personne d'autre ne l'avait fait. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, elle ressentit une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, avait-elle trouvé la bonne personne. Les 15 minutes passèrent comme 15 secondes. Ariana parla presque sans s'arrêter, essayant de condenser 3 mois de préparation juridique en un briefing d'urgence. Elle expliqua sa technologie, un processeur quantique fonctionnant à température ambiante, une avancée révolutionnaire capable de tout changer, de l'informatique et des données à la production d'énergie. Elle lui parla de Nexus Innovation, la société qui l'accusait d'avoir volé sa technologie, et elle lui raconta les 3 mois d'enfer qu'elle avait vécu depuis que les accusations avaient été rendues publiques, avec la chute du cours de l'action, la presse qui tournait en rond et les partenaires qui lui tournaient le dos. Elliot écouta sans prendre de notes. Il n'écouta pas seulement chaque mot. Il absorba les pauses, les moments où sa voix se brisait. Ses yeux bruns profonds ne quittèrent jamais le visage d'Ariana. Elle comprit qu'il ne se contentait pas d'écouter le contenu de ses propos. Il la lisait. La tension dans sa voix, son hésitation lorsqu'elle mentionnait certains détails et sa certitude absolue lorsqu'elle parlait de la technologie qu'elle avait créée. « Le temps est écoulé », annonça le greffier. Le juge Fisk frappa son marteau. « Monsieur Varenne, préparez-vous à votre déclaration liminaire. » Elliot se leva et se dirigea vers le podium. Il sentit le poids de tous les regards dans la salle.
Certaines étaient sceptiques, d'autres curieuses, d'autres encore carrément condescendantes. Combien d'années s'étaient écoulées depuis la dernière fois qu'il s'était tenu ici? Combien de nuits avait-il passé éveillé dans son petit appartement de Rennes, rêvant d'un moment comme celui-ci, pour se réveiller à nouveau avec un balai à la main? Il posa sa main sur le podium, sentant le bois lisse sous sa paume. Prenant une profonde inspiration, Elliot leva la tête et regarda directement les 12 visages dans le box des jurés. « Mesdames et messieurs les jurés », commença-t-il d'une voix calme et claire, « je m'appelle Elliot Varenne. Tout d'abord, je m'excuse pour mon apparence. Je ne porte pas de costume coûteux comme mon collègue d'en face. Je n'ai pas de bureau luxueux, ni d'équipe d'assistants. Il y a moins d'une heure, j'étais encore en train de nettoyer le sol de cette salle d'audience. » Des rires étouffés s'élevèrent à l'arrière. Elliot les entendit clairement, mais ne se laissa pas déconcerter. « Mais depuis 15 ans, je me tiens dans cette salle chaque jour pour voir la justice se faire. J'ai vu la vérité triompher et j'ai vu la vérité être enterrée. J'ai appris que la justice ne dépend pas du prix de votre costume ou du nom du cabinet d'avocat que vous engagez. Elle repose sur quelque chose de beaucoup plus simple, la vérité. » Il fit une pause, laissant ces mots faire leur effet. « Et la vérité dans cette affaire est simple. Ariana Lockhart n'a rien volé. Elle a créé une technologie révolutionnaire grâce à son intelligence, son travail acharné et son talent. Pendant ce temps, ceux qui souhaitent vraiment s'emparer de cette technologie utilisent le système judiciaire comme une arme. » Catherine Maurice se leva d'un bond. « Objection. Il est en train de plaider, pas de prononcer son exposé introductif. »« Objection retenue, » dit le juge Fisk. « Monsieur Varenne, limitez vos remarques aux faits. » Elliot acquiesça. « Je vous prie de m'excuser, votre honneur. Je laisserai les preuves parler d'elles-mêmes, et je ne vous promets que ceci. À la fin de ce procès, il sera indéniable de savoir qui dit la vérité et qui ment. » Il s'assit. Ce n'était pas une déclaration préliminaire raffinée, ni embellie par une rhétorique éblouissante, mais elle était sincère. Et d'après les hochements de tête discrets de quelques membres du jury, Elliot savait qu'au moins quelqu'un l'écoutait vraiment. Catherine Maurice se leva pour prononcer sa déclaration liminaire. Grande, mince, avec un sourire aussi tranchant que du verre, elle se dirigea vers le podium comme s'il s'agissait de sa scène personnelle. « Mesdames et messieurs les jurés, » commença-t-elle d'une voix douce comme de la soie. « Cette affaire n'est pas aussi compliquée que la défense veut vous le faire croire. Elle est extrêmement simple. Il s'agit d'un vol. » Elle marcha lentement, son regard balayant les visages devant elle. Ariana Lockhart a volé des inventions exclusives appartenant à Nexus Innovations, une entreprise qui a investi des centaines de millions de dollars dans le développement d'une technologie de traitement quantique. Elle a utilisé ses relations dans l'industrie pour accéder à des recherches internes, à copier les conceptions et à déposer des brevets à son nom. Maurice fit une pause, laissant l'accusation peser lourdement dans l'air. « Nous le prouverons à l'aide de documents, de témoignages d'experts et des déclarations de ses anciens employés. » À la fin de ce procès, il n'y aura plus aucun doute. Ariana Lockhart est une voleuse et les voleurs doivent être tenus responsables. Elle s'assit avec l'assurance de quelqu'un qui croyait avoir déjà gagné. Le reste de la matinée passa comme un cauchemar flou. L'accusation appela son premier témoin, un analyste technique qui affirma que le design d'Ariana était trop similaire à celui des archives internes de Nexus pour être une coïncidence. Au moment du contre-interrogatoire, Elliot se leva, sentant tous les muscles de son corps se crisper. Cela faisait 15 ans qu'il n'avait pas fait cela. 15 ans qu'il ne s'était pas tenu devant un témoin, décortiquant les détails un par un, à la recherche de la moindre incohérence pour dévoiler la vérité. Mais lorsqu'il ouvrit la bouche, quelque chose d'étrange se produisit. Les mots revinrent naturellement. Les questions s'enchaînèrent comme s'il n'avait jamais quitté la profession. Il guida le témoin à travers des détails qui se chevauchaient, des chronologies incohérentes, des registres techniques que le témoin affirmait avoir vus, mais auxquels il n'avait raisonnablement pas pu accéder. Et alors que les contradictions commençaient à apparaître, Elliot sentit quelque chose se réveiller en lui, quelque chose qu'il avait enfoui pendant 15 ans, l'homme qu'il était autrefois, un avocat. À la fin de la journée, la juge Fisk regarda Elliot avec une expression différente, teintée d'un respect réticent. « Monsieur Varenne, dit-elle, vous devriez vous procurer un costume convenable pour demain. » Elliot acquiesça. « Je m'en occuperai, votre honneur. » Mais en quittant la salle d'audience, il savait la vérité. Il n'avait pas les moyens de s'acheter un nouveau costume. Le seul costume qu'il possédait était resté dans son placard pendant plus de 10 ans.
Et il était désormais trop grand pour lui après des années de travail physique. Ariana le rattrapa dans le couloir. « Monsieur Varenne » l'appela-t-elle. Il se retourna. Cette fois, il ne la regarda pas comme une cliente prestigieuse, ni comme une milliardaire en couverture de magazine, mais comme un être humain s'accrochant à son dernier fil d'espoir. Elle était plus grande qu'il ne l'avait imaginé, affichant l'assurance que l'argent pouvait acheter. Mais dans ses yeux bleus perçants, la peur était quelque chose que l'argent ne pouvait cacher. « Merci », dit-elle doucement. « Je ne sais pas pourquoi vous faites tout cela, mais merci. » Elliot secoua la tête. « Ne me remerciez pas encore. Nous venons à peine de commencer et nous devons parler sérieusement. J'ai besoin de voir tous les documents liés à cette affaire, les emails, les notes et les schémas. Si nous voulons nous battre, je dois tout savoir. » Ariana acquiesça. « Venez chez moi ce soir. Je garde tout là-bas. »« Je ne peux pas, » répondit Elliot. « Je travaille ce soir. » Ariana fronça les sourcils. « Vous travaillez ? Mais vous êtes mon avocat. Et je suis aussi concierge et je dois payer mon loyer, » dit Elliot calmement. « Le tribunal ne me paie pas pour vous défendre, mademoiselle Lockhart. Je le fais bénévolement, gratuitement, ce qui signifie que je dois travailler si je ne veux pas être licencié. » Pour la première fois, Ariana ressentit véritablement la distance qui séparait son monde du sien. Pour elle, payer 6 000 $ de l'heure pour un avocat lui semblait autrefois normal. Pour cet homme, manquer une seule journée de travail pouvait signifier ne pas avoir assez d'argent pour payer son loyer. « Je vous paierai, » dit-elle immédiatement. « Non, » répondit Elliot fermement. « Si c'était une question d'argent, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je ne fais pas cela pour le prestige ou la rémunération. Je le fais parce que c'est la bonne chose à faire. » Il marqua une pause, puis ajouta doucement. « Mais je viendrai après mon service. »« Minuit, c'est trop tard pour vous ?»« Minuit, c'est parfait, » répondit Ariana. Et au fond d'eux-mêmes, ils comprenaient tous les deux. La véritable bataille ne faisait que commencer. À minuit, Elliot gara la vieille Toyota devant le portail du manoir d'Ariana, toujours vêtu de son uniforme de concierge, qui portait encore l'odeur persistante des produits chimiques de nettoyage utilisés pendant ses 8 heures de travail. Il n'avait pas eu le temps de rentrer chez lui pour se changer, et la vérité se voyait à chaque tache de sueur séchée sur ses épaules. Cette fois-ci, le gardien avait été prévenu de sa venue, mais le regard qu'il jeta à la voiture d'Elliot en disait long. Il n'avait pas sa place ici. Alors qu'il franchissait la porte principale, un autre agent de sécurité l'accompagna, non pas pour l'aider, mais pour s'assurer qu'il ne s'égare pas dans les zones réglementées. Ariana l'attendait dans son bureau, toujours vêtue du tailleur qu'elle avait porté au tribunal, mais sans la veste. Elle semblait épuisée, d'une fatigue que le sommeil ne pouvait apaiser. « Un café ?» demanda-t-elle. Cette fois, Elliot acquiesça. Il avait besoin de caféine pour rester alerte. Elle lui servit une tasse préparée avec une machine à expresso qui coûtait plus cher que son loyer mensuel. Le café était riche, onctueux et inhabituel par rapport au café instantané qu'il buvait chaque matin. « Très bien. » Elliot posa la tasse. « Racontez-moi la véritable histoire. Pas la version que vous avez donnée à vos avocats, ni celle destinée aux médias, mais la vérité. » Ariana s'assit, le regard fixé sur sa tasse de café, comme si celle-ci contenait les réponses qu'elle avait trop peur d'affronter. « J'ai créé Quantum Core il y a 12 ans, » dit-elle, la voix adoucie par les souvenirs qui la ramenaient en arrière. « À l'époque, je venais de terminer mes études au MIT et j'étais obsédé par l'informatique quantique. Tout le monde me disait qu'il était impossible d'obtenir un traitement quantique stable à température ambiante. Les qubits se désintègrent trop rapidement. Ils disaient que seuls des laboratoires valant plusieurs millions de dollars et des systèmes de refroidissement extrême pouvaient s'en approcher. » Les yeux d'Ariana s'illuminèrent lorsqu'elle parla de son travail. C'était la première fois qu'Elliot voyait la vraie femme derrière l'armure de la richesse et du prestige. « Mais j'avais une idée. Et si, au lieu de lutter contre la désintégration, nous l'utilisions? Et si l'instabilité elle-même faisait partie du calcul ?» Elle eut un petit rire, sans savoir si c'était de la fierté ou de l'amertume. « Ils m'ont traité de folle. Mon professeur m'a dit que je perdais mon temps. »« Mais tu leur as prouvé qu'ils avaient tort, » dit Elliot. Ariana acquiesça légèrement. 6 ans à travailler dans un appartement de la taille d'une boîte d'allumettes, vivant grâce à des prêts étudiants, sans financement, sans laboratoire, juste moi et mon ordinateur portable. Elle se leva, ouvrit un coffre-fort caché derrière un tableau et en sortit un mince dossier. Elle le lui tendit. Toutes mes notes de recherche originales, datées, certifiées, tout. La preuve que j'ai développé cette technologie avant même la création de Nexus.
Elliot ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des centaines de pages d'équations, de diagrammes, de notes manuscrites, brutes, vivantes, indéniables. « Pourquoi vos anciens avocats n'ont-ils pas évoqué cela ?» demanda-t-il. « Ils ont dit que ce n'était pas nécessaire », répondit Ariana, la voix épuisée. « Ils ont dit qu'ils avaient une meilleure stratégie. » Elliot referma le dossier d'un coup sec, la mâchoire serrée. « Ne pas présenter votre preuve la plus importante n'est pas une stratégie, c'est du sabotage. » Le visage d'Ariana pâlit. « Vous voulez dire que vos avocats ont été payés pour perdre ?» dit Elliot sans détour. La seule question qui se pose maintenant est « Qui les a payés ?» Ils travaillèrent jusqu'à 3 heures du matin, passant en revue chaque email, chaque note de service et chaque schéma. Plus ils creusaient, plus le schéma devenait clair. Des preuves cruciales ignorées, des témoins clés jamais appelés, des objections formulées au mauvais moment, une stratégie de défense. Presque délibérément suicidaire, l'ancienne équipe juridique d'Ariana n'était pas incompétente. Elle la sabotait activement. « Y a-t-il quelque chose que tu ne m'as pas dit ?» demanda Elliot. « Quelque chose d'étrange s'est-il produit ces derniers mois ?» Ariana hésita. « Il y a une chose. Julia Fenwick, mon assistante, a copié des fichiers sur une clé USB. » Elliot plissa les yeux. « Et tu ne lui as pas demandé pourquoi ?»« Je lui faisais confiance. Julia travaille avec moi depuis 5 ans. Dans des cas comme celui-ci, dit lentement Elliot. Rien n'est accidentel. Si elle a copié des données, c'est que quelqu'un l'y a poussé. » Il regarda Ariana, la voix ferme. « Demain, quoi que je dise ou demande au tribunal, tu ne dois pas réagir. Pas de surprise, pas de correction. Tout fait déjà partie du plan. » « Pourquoi ? » « Parce qu'on nous surveille, » répondit Elliot. « Peut-être pas à cet instant précis, mais quelque part, d'une manière ou d'une autre. Et tous nos plans partent du principe que l'ennemi est déjà au courant. » Un frisson parcourut le dos d'Ariana. « Vous avez déjà vécu cela, n'est-ce pas ?» Elliot resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Puis, doucement, il dit « Il y a 15 ans, j'ai pris en charge une affaire contre Atlantic Energy Corporation. Un ingénieur avait dénoncé des violations de sécurité dissimulées. 3 ouvriers étaient morts. J'avais suffisamment de preuves, mais avant le procès, les preuves ont disparu de mon bureau. » Ariana retint son souffle. Elliot poursuivit. « Ils ont dit que j'avais tout inventé, que j'avais falsifié des documents pour nuire à l'entreprise. J'ai été suspendu du barreau. Il m'a fallu 4 ans pour prouver mon innocence, 4 ans à faire des petits boulots, 4 ans à regarder ma fille grandir sans que son père soit pleinement présent. »« Ils t'ont détruit, » murmura Ariana. « Ils ont essayé, » corrigea Elliot, « mais ils n'ont pas pris la seule chose qui comptait. Ma connaissance du droit, et c'est quelque chose qu'ils ne te prendront jamais. » Quand Elliot est parti à 4 heures du matin, le ciel était encore sombre, comme de l'encre renversée. Ariana se tenait près de la fenêtre, regardant la lueur de sa voiture s'estomper au loin sur la longue route. Ce n'était pas la première fois qu'elle se sentait seule dans ce combat, mais pour la première fois depuis des mois, dans cette obscurité, elle ressentait quelque chose qu'elle avait presque oublié, l'espoir. Le lendemain matin, Elliot entra dans le palais de justice vêtu du costume qu'il avait acheté la veille dans une boutique d'occasion. Il n'était pas neuf, il n'était pas chic, mais il était propre, repassé et présentable. Il lui avait coûté 20 $, une somme qu'il pouvait à peine se permettre. Mais le juge Fisk avait eu raison. Aujourd'hui, il devait avoir l'air d'un vrai avocat. La salle d'audience était bondée. L'histoire du concierge devenu avocat s'était répandue dans toute la ville, et les journalistes se pressaient dans chaque espace disponible. Lorsque Elliot entra, quelques personnes applaudirent même, hésitantes, indécises, partagées entre l'enthousiasme et la moquerie. Il ignora tout cela. Il se concentra sur la seule chose qui comptait, la vérité. Catherine Morris était prête, un tailleur rouge foncé, les épaules carrées, le regard perçant, l'air de quelqu'un qui croyait que le verdict lui était déjà favorable. « L'accusation appelle le docteur Puan Leonard Bryce », annonça-t-elle. Le docteur Bryce monta à la barre des témoins. Un homme d'une 50aine d'années, portant des lunettes à monture métallique, l'héritier raffiné d'un universitaire. Pendant près de 20 minutes, Maurice le laissa construire un récit dans lequel il avait développé les algorithmes de base de la technologie quantique et où Ariana lui avait volé le mérite. Le noyau quantique, affirmait-il, était le véritable point de départ de l'idée. Elliot restait assis, prenant des notes, le visage impassible. Mais à l'intérieur, il assemblait les pièces du puzzle, les chronologies, les affirmations, les incohérences, et rien ne collait. Lorsque son tour est venu, Elliot s'est levé lentement.
Il portait un mince dossier et s'est dirigé vers le pupitre avec un calme si imperturbable qu'il a fait taire la salle. « Dr. Bryce », a-t-il commencé d'une voix douce mais ferme, « vous avez déclaré avoir développé les algorithmes de base de Quantum Core entre janvier et mars 2021. C'est exact. Alors aidez-moi à clarifier quelque chose. » Elliot souleva le premier document. « Voici votre dossier d'emploi chez Quantum Core. Pourriez-vous lire votre date d'entrée en fonction à la cour ?» Bryce baissa les yeux et pâlit. « 21 avril 2021. Je suis désolé, » dit Elliot doucement. « Je n'avais pas compris. »« Le 21 avril » répéta-t-il plus fort, la voix tremblante. Elliot se tourna vers le jury. « Vous n'avez donc pas pu développer d'algorithme entre janvier et mars, car vous n'étiez pas encore employé. » Une vague de choc se propagea dans la salle d'audience. Elliot brandit un deuxième document. « Et voici les journaux du serveur de Quantum Core. Ils montrent que les algorithmes de base ont été achevés le 15 mars 2021, plus d'un mois avant votre embauche. Pourriez-vous expliquer comment vous avez contribué à un projet qui existait avant vous ?» Maurice se leva d'un bond. « Objection. L'accusation n'a pas reçu ce document. »« Votre honneur, » dit calmement Elliot. « Ces documents proviennent directement de Quantum Core. S'ils n'ont pas examiné les preuves mises à leur disposition, ce n'est pas ma faute. »« Objection rejetée, » dit le juge Fisk. « Continuez. » Les mains de Bryce se mirent à trembler. Elliot fixa son regard sur lui. « Dr. Bryce, une dernière question. Avez-vous reçu un paiement de 300 000 $ de Nexus Innovations 2 semaines avant de témoigner ici aujourd'hui ?» Bryce se figea. « C'était oui ou non, docteur. J'ai été rémunéré pour mon temps et mon expertise. »« 300 000 $ pour un faux témoignage, » dit Elliot d'une voix tranchante comme de l'acier. « Cela ressemble plus à un pot de vin qu'à une rémunération. » La salle s'embrasa. Elliot se tourna vers le juge. « Votre honneur, je demande à ce que cette transaction soit versée au dossier et que le témoin soit accusé de parjure. » Halètements, cris, cliquetis furieux des claviers des journalistes. La salle d'audience semblait avoir explosé. Et pour la première fois depuis le début du procès, Elliot vit quelque chose qu'il attendait depuis longtemps. La peur dans les yeux de Catherine Morris. Il ne s'était jamais attendu à ce qu'un concierge sache comment démolir toute leur affaire. Après l'audience, Elliot et Ariana sortirent du palais de justice et se retrouvèrent face à une forêt de caméras et de microphones. Les journalistes leur posaient des questions de toutes parts. Les flashs crépitaient comme des éclairs dans un orage. Elliot baissa la tête, posa doucement sa main sur le dos d'Ariana et la guida habilement à travers la foule chaotique. Ce n'est que lorsque la porte du taxi se referma, bloquant le bruit, qu'Ariana put enfin respirer. « Comment avez-vous su pour le paiement à Bryce ?» demanda-t-elle, encore sous le choc. Elliot ouvrit sa vieille mallette en toile, pas celle en cuir, mais celle qu'il avait achetée dans une boutique d'occasion. « Je n'en étais pas sûr, » dit-il calmement. « Mais dans ce genre de cas, l'argent laisse toujours des traces, ai-je supposé, et son regard l'a confirmé. Tu as bluffé. » Ariana le regarda, sincèrement surprise. « Presque. » Elliot haussa légèrement les épaules. Mais après avoir vu sa réaction, j'ai demandé à quelqu'un de vérifier. Il sortit son téléphone et fit défiler ses messages. Ma fille Léa travaille dans le marketing numérique, mais sa capacité à dénicher des informations est remarquable. Depuis que je lui ai parlé de cette affaire, elle mène l'enquête. Son téléphone vibra. Un nouveau message de Léa. « Papa, j'ai trouvé quelque chose d'important. Appelle-moi. » Elliot leva les yeux et se tourna vers Ariana. « Nous devons rencontrer ma fille immédiatement. » 1 heure plus tard, ils étaient assis dans un petit café du Queens, un endroit aussi étranger à Ariana qu'une autre planète. Le café était exigu, les chaises en plastique grinçaient et l'odeur du café bon marché se mêlait à celle de l'huile de friture rance. Mais surtout, c'était un endroit privé, pas de journalistes, pas de caméras, pas d'avocats. Léa Varenne est entrée. Elliot s'est levé brusquement, maladroit comme un père, ne sachant pas s'il avait encore le droit d'embrasser sa fille. Léa a d'abord hésité. Elle s'avança et le serra dans ses bras. Une étreinte rapide, légèrement hésitante, mais sincère. Elle avait 20 ans, de longs cheveux bruns et les yeux de son père. Elle portait un jean et un t-shirt simple, mais elle avait un ordinateur portable coûteux et la démarche assurée de quelqu'un qui connaît sa valeur. « Papa », dit-elle, puis elle se tourna vers Ariana. « Et vous devez être Ariana Lockhart. Je suis Léa. » Elles se serrèrent la main. Ariana ne put s'empêcher de remarquer le contraste. Sa main bien entretenue, adoucie par des soins de beauté luxueux, face aux mains pratiques et robustes de Léa,
une jeune femme qui avait construit sa vie à partir de rien. Léa ouvrit son ordinateur portable. Au début, je ne savais pas trop ce que papa voulait que je cherche, alors j'ai commencé par Nexus Innovation, dit-elle. En apparence, ils sont irréprochables, une start-up technologique financée par du capital risque avec un historique très propre. Elle fit défiler une série de documents. Mais quand j'ai creusé la structure de propriété, les choses sont devenues étranges. Nexus appartient à une société écran dans le Delaware. Cette société appartient à une autre société dans les îles Caïmans. Et cette société, elle marqua une pause, appartient à Atlantic Energy Corporation. Elliot se figea. « Atlantic Energy » répéta-t-il. « Vous les connaissez » demanda Léa. « Oh, oui » répondit Elliot doucement. « C'est la société qui a détruit ma carrière il y a 15 ans. » Léa le fixa, les yeux écarquillés. Il n'avait jamais vraiment parlé ouvertement de ce qui s'était passé, ni de qui était derrière tout ça. « C'était eux depuis le début » murmura-t-elle. Ariana se pencha en avant. « Mais pourquoi une société énergétique s'intéresserait-elle à ma technologie ?» Au début, je ne comprenais pas non plus, dit Léa. Mais ensuite, j'ai lu davantage sur votre technologie. Elle tourna l'ordinateur portable pour qu'Ariana et Elliot puissent voir. Ce n'est pas seulement de l'informatique. Si vous pouvez stabiliser les qubits à température ambiante, les applications énergétiques, dit-elle en ouvrant un article scientifique, sont révolutionnaires. Elle désigna une section surlignée. Un professeur du MIT a écrit que votre technologie pourrait révolutionner le stockage et la conversion de l'énergie. Elle pourrait rendre les combustibles fossiles obsolètes d'ici 20 ans. 20 ans, répéta Ariana, chaque mot plus lourd que le précédent. Et Atlantic Energy gagne 28 milliards de dollars par an grâce au charbon, au pétrole et au gaz. Léa a terminé. Si votre technologie fonctionne comme annoncé, ils ne perdront pas seulement leur profit, mais tout leur empire. Elliot s'est penché en arrière, comme si les pièces du puzzle s'étaient enfin assemblées. C'est pour ça qu'ils n'ont pas essayé de vous racheter ou de vous concurrencer, a-t-il dit lentement. Ils devaient vous effacer votre technologie, effacer votre crédibilité. Mais plus que ça, a poursuivi Léa, j'ai continué à creuser. Atlantic Energy a des liens avec 4 autres grands conglomérats énergétiques, 2 entrepreneurs de défense, et elle fit une nouvelle pause, 3 membres actuels du comité de l'énergie et du commerce. Léa sortit d'autres documents, des images de contributions à des campagnes électorales, de dîners de collecte de fonds, de voyages somptueux. Ils ont construit un réseau et lorsque votre technologie est apparue, ils ont activé tout ce réseau. Et les avocats ? Demanda Ariana, la voix brisée. Comment ont-ils… Je suis toujours en train de le rechercher, répondit Léa. Mais l'associé gérant de Preston Holloway et Schmidt siège au conseil d'administration d'une filiale d'Atlantic Energy. L'information n'est pas facile à trouver, mais elle est là si vous savez où chercher. Elliot se leva et commença à faire les 100 pas dans le café exigu, son esprit tournant aussi vite que les mots de Léa. Donc, ce n'est pas seulement un procès, dit-il. C'est une campagne coordonnée pour ouvrir la voie à une industrie qui pèse 1 billion de dollars. Et ils ne s'arrêteront pas, dit Ariana, la peur désormais clairement visible dans ses yeux. S'ils t'ont fait ça il y a 15 ans, s'ils peuvent manipuler les choses à ce point, elle ne termina pas. Elle n'en avait pas besoin. Tous les 3 comprenaient. Le téléphone de Léa vibra. Elle y jeta un coup d'œil et son visage pâlit. « C'est mon ancien patron. Il dit que je n'ai pas besoin de revenir au bureau. Mes affaires me seront envoyées par la poste. »« Ils t'ont licencié ?» demanda Ariana. « Sur le papier, son poste a été supprimé, » répondit Léa avec amertume. Mais le timing en dit long. Elliot posa une main sur l'épaule de sa fille. « Je suis désolé, Léa. Je n'ai jamais voulu t'impliquer dans cette histoire. » Léa leva les yeux, le regard plus déterminé qu'auparavant. « Tu ne m'as entraîné dans rien. J'ai choisi ça, et maintenant que je suis là, je t'aide à te battre. » Pour la première fois depuis des années, Elliot ne voyait plus Léa comme l'enfant qui avait perdu sa mère, ni comme la femme adulte qui lui avait manqué pendant trop longtemps. Il voyait autre chose, une alliée, une partenaire. « Très bien, » dit-il en expirant comme pour sceller sa décision. « Alors nous allons le faire ensemble. » Dans les jours qui suivirent, les menaces ne furent plus un vague sentiment. Elles devinrent des signes clairs, suffisamment nets et dangereux pour que l'estomac d'Elliot se noue chaque fois qu'il y pensait. Son petit appartement dans le Queens fut cambriolé. Rien n'avait été volé. Il n'y avait rien de valeur à prendre, mais tout avait été saccagé. Le placard avait été ouvert de force, les tiroirs vidés sur le sol, le matelas lacéré d'une longue entaille profonde, comme si quelqu'un voulait envoyer un message.
Nous savons où tu habites. » L'ordinateur portable de Léa a été piraté. Heureusement, elle avait sauvegardé toutes ses données sur un serveur cloud crypté. Mais le fait que quelqu'un ait intentionnellement piraté son appareil et l'ait fait de manière flagrante lui a donné des frissons dans le dos. Puis, un soir, alors qu'Ariana quittait le bureau tard, un SUV noir a grillé un feu rouge et a foncé droit sur sa voiture. Son chauffeur a réussi à l'éviter de justesse. La voiture a fait un tête-à-queue et a percuté un lampadaire pour éviter une collision frontale. Ariana s'en est sortie avec seulement quelques égratignures et contusions, mais le message était clair. Elle était une cible. Lors d'une réunion d'urgence à la demeure d'Ariana le lendemain matin, elle a déclaré clairement « Vous devez quitter votre appartement. Elliot, Léa, vous devez tous les deux emménager ici, où je dispose d'une véritable sécurité. Nous ne pouvons pas simplement vivre chez vous comme ça, » a commencé Elliot, visiblement mal à l'aise. « Je ne veux pas te devoir quoi que ce soit d'autre. Ce n'est pas une faveur, » a coupé Ariana avec fermeté. « C'est une stratégie défensive. Ils nous attaquent individuellement. Si nous restons ensemble avec une sécurité professionnelle, nous serons plus en sécurité. » Léa a posé une main sur le bras de son père. « Elle a raison, papa. Comment suis-je censé travailler si je passe mes nuits à m'inquiéter qu'on s'introduise chez nous ?» À contre-cœur, Elliot accepta. Cet après-midi-là, ils emménagèrent dans la maison d'hôte du domaine d'Ariana, un bâtiment plus petit et séparé, mais toujours plus grand que tout ce qu'Elliot avait connu dans sa vie. Pendant que Léa explorait les pièces avec enthousiasme, Elliot resta dans le salon, le dos droit, mais les mains inconsciemment crispées. Les hauts plafonds, les meubles design, les tableaux coûteux accrochés au mur, tout cela lui donnait l'impression d'être une tache d'encre sur une toile parfaite. Il regardait à travers les portes vitrées le jardin méticuleusement entretenu. Il avait du mal à croire que 48 heures plus tôt, il se trouvait dans un appartement à peine assez grand pour qu'une personne puisse s'y retourner. Ariana entra dans la pièce et s'arrêta à côté de lui. « Tu ne te sens pas à l'aise ?» constata-t-elle sans avoir besoin de poser la question. « J'ai vécu 15 ans dans un petit appartement », dit Elliot à voix basse. « Et cet endroit, ce n'est pas mon monde. » Ariana resta longtemps à côté d'Elliot, comme pour lui laisser le temps de respirer dans cet espace inconnu. Puis elle dit doucement « Peut-être que cela devrait être votre monde. Vous avez du talent, de la force, monsieur Varenne. Vous auriez pu être dans un endroit comme celui-ci ou bien meilleur s'il ne vous avait pas tout pris. » Elliot se tourna vers elle et, pour la première fois depuis leur rencontre au tribunal, il regarda vraiment Ariana, non pas comme une cliente, non pas comme une milliardaire, mais comme une femme qui se battait pour la justice à ses côtés. Ses yeux bleus, bien que fatigués, brillaient d'une lueur rare. Un respect sincère. « Je n'ai besoin de rien de tout cela, » répondit Elliot d'une voix ferme. « Je n'en ai jamais eu besoin. Je veux la justice. Je veux aider les gens qui n'ont pas voix au chapitre. Et après toutes ces années, j'ai enfin l'occasion de le faire à nouveau. »« En m'aidant, » dit Ariana. « En combattant ceux qui croient que l'argent et le pouvoir les placent au-dessus des lois, » corrigea Elliot. Ils se tenaient silencieusement dans le vaste salon, la lumière de l'après-midi filtrant doucement à travers la grande baie vitrée. La distance entre leurs mondes, un concierge qui était autrefois avocat et une milliardaire fondatrice d'une entreprise technologique, était toujours là. Mais à ce moment-là, cela ne semblait plus aussi impossible qu'auparavant. Quelque chose avait changé. Non pas à cause de ce qu'ils avaient dit, mais parce qu'ils se tenaient côte à côte, face à un ennemi commun. Et dans ce silence, ils savaient que la véritable bataille ne faisait que commencer. La prochaine avancée majeure vint d'un endroit que personne n'aurait pu imaginer. À 2 heures du matin, Julia Fenwick, la directrice des opérations de longue date d'Ariana, est apparue à la porte, le visage pâle, les vêtements en désordre, les cheveux ébouriffés, comme si elle avait passé la nuit dehors. La sécurité a immédiatement informé Ariana, qui s'est empressée de réveiller Elliot. Ils ont rencontré Julia dans une petite pièce séparée de la maison principale. Une mesure de sécurité au cas où il s'agirait d'un piège. Julia s'est presque effondrée lorsqu'elle a vu Ariana. Son maquillage était coulé par les larmes, ses mains tremblaient violemment. « Je suis désolée », s'écria-t-elle d'un seul coup. « Je suis tellement désolée. »« Pourquoi ?» demanda Ariana d'une voix tranchante comme de l'acier. Julia prit une profonde inspiration. Pour tout. Pour avoir copié les fichiers. Pour leur avoir transmis des informations. Pour être restée silencieuse alors que je savais ce qu'ils vous faisaient. « Qui sont-ils » demanda Elliot. « Gregory Vance », répondit Julia. « Le PDG de Nexus Innovations. Il est venu me voir il y a 6 mois. Il était au courant de mon erreur. » « Quelle erreur ?»
demanda Ariana. Julia baissa les yeux vers ses mains, trop honteuse pour lever la tête. Il y a 10 ans, avant de travailler pour vous, je travaillais dans une autre entreprise. J'ai détourné 50 000 $. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est tout de même un crime. J'ai remboursé l'argent et l'entreprise n'a pas appelé la police. Je pensais que c'était fini. Mais Vance l'a découvert, dit Elliot. Julia acquiesça, les larmes coulant à nouveau. Il avait des documents, des emails, des relevés bancaires, tout. Il m'a dit que si je ne l'aidais pas, il me dénoncerait. J'irais en prison. Alors, vous avez choisi de l'aider ? Dit Ariana d'un ton neutre. J'ai copié les données. Je lui ai révélé vos stratégies. J'ai même... Julia s'étouffa. J'ai même introduit de fausses informations dans certains fichiers pour faire croire que vous aviez accédé à Nexus Research. Des preuves fabriquées, dit Elliot d'un ton sombre. Exactement ce qu'ils m'ont fait autrefois. Mais pourquoi venir ici maintenant ? Demanda Ariana, le regard glacial, mais avec une trace de pitié. Julia sortit un téléphone qui n'était pas le sien, mais un modèle haut de gamme complètement déplacé dans sa poche. Elliot le reconnut immédiatement. Ce n'était pas le téléphone personnel de Julia. Aujourd'hui, dit Julia, les mains tremblantes. J'ai accidentellement entendu Vance au téléphone. Il parlait à quelqu'un d'une solution permanente si la voie légale échouait. Elle déglutit péniblement. Il parlait de te tuer, Ariana. La pièce devint soudain glaciale. Je sais que ce que j'ai fait était mal. Je sais que je t'ai trahi, continua Julia, la voix brisée. Mais je ne peux pas vivre avec ça. Pas avec un meurtre. Elle tendit le téléphone à Elliot. C'est le téléphone de Vance. Je l'ai pris dans son bureau. Tout y est. Les messages, les emails et les enregistrements d'appels. Toute la conspiration. Si vous aimez ces histoires où un détail peut faire tomber un empire, laissez un like maintenant. Ça me dira qu'on doit en raconter d'autres comme celle-ci. Elliot prit le téléphone, avec l'impression de tenir une grenade dont la goupille avait été retirée. Cela pourrait mettre fin à l'affaire. Ou à nous, dit Léa depuis le seuil de la porte. Elle était arrivée sans que personne ne s'en aperçoive. S'ils se rendent compte qu'elle l'a pris. Ils le sauront, murmura Julia. Vance cherchera le téléphone dès demain matin, voire plus tôt, et il remarquera qu'il a disparu. C'est pour ça que je suis venu directement ici. Ariana fixa Julia pendant un long moment. Cette femme avait été à ses côtés pendant 5 ans, à travers des réunions stressantes, des collectes de fonds et des nuits blanches. Et maintenant, c'était elle qui l'avait poignardée dans le dos, mais dans ses yeux remplis de larmes devant elle, Ariana ne voyait pas seulement de la peur, elle voyait du remords, réel et profond. « Tu as risqué ta propre sécurité pour venir ici, » dit Ariana, sa voix s'adoucissant pour la première fois. « Je te dois plus que ça, » répondit Julia en tremblant. « Tu m'as donné une chance alors que personne d'autre ne l'aurait fait. Tu m'as fait confiance. Et je t'ai trahi, c'est le moins que je puisse faire. » Elliot n'hésita pas. « Nous devons copier immédiatement toutes les données contenues dans ce téléphone. »« Léa, peux-tu t'en charger ?»« Donne-moi 15 minutes, » répondit Léa en ouvrant déjà son ordinateur portable. Pendant que Léa travaillait, Elliot demanda à Julia. « Tu sais qu'ils vont venir te chercher, n'est-ce pas ?» Julia acquiesça. « Je sais. Tu dois disparaître au moins jusqu'à la fin de l'affaire. J'ai une sœur au Canada. Julia dit qu'elle peut aller là-bas. Pars maintenant. Ne rentre pas chez toi. Ne fais pas tes valises. Va directement là-bas. » 20 minutes plus tard, toutes les données avaient été sauvegardées en toute sécurité sur le serveur crypté de Léa. Dans l'obscurité, Julia partit en taxi, sans se retourner. Elliot regarda la voiture jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent, se demandant s'ils avaient eu raison de lui faire confiance et si elle survivrait à la nuit. Ariana se tenait à côté de lui, la voix douce mais ferme. « Elle est vraiment désolée. Les excuses n'effacent pas les dégâts, » dit Elliot sans détour. « Non, » acquiesça Ariana, « mais le courage peut les réparer. » Elle savait qu'il riposterait, et elle est quand même venue ici. Elliot prit une longue inspiration, la mâchoire serrée par une détermination de fer. « Maintenant, nous devons utiliser ce qu'elle nous a donné, et nous devons agir vite, car dès qu'ils se rendront compte que nous avons ces preuves... » Il baissa les yeux vers le téléphone qu'il tenait dans sa main, preuve vivante d'une vaste conspiration. « Ils vont nous attaquer avec tout ce qu'ils ont. » Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Le lendemain matin, alors qu'Elliot, Léa et Ariana examinaient chaque élément de preuve contenu dans le téléphone de Gregory Vance, les alarmes de sécurité du domaine retentirent brusquement dans l'interphone. « Intrusion à l'entrée principale », rapporta le directeur de la sécurité. Plusieurs individus armés.
Ariana se leva d'un bond, verrouilla toute la propriété et appela la police. Mais lorsque les écrans de sécurité changèrent d'angle, la vérité devint évidente. 6 hommes en uniforme tactique, entièrement équipés, se déplaçaient dans la propriété avec la précision de personnes ayant clairement reçu une formation militaire. « Ce ne sont pas des policiers », dit Elliot d'une voix grave. « Des mercenaires », a déclaré Maddox, le chef de la sécurité. « D'anciens militaires ou des entrepreneurs privés. Ils savent exactement ce qu'ils font. »« Nous devons sortir d'ici !» s'est affolée Léa. Mais les caméras montraient 2 autres véhicules bloquant la sortie arrière. Il n'y avait plus aucune issue. Maddox, ancien membre de la police de New York, désormais chef de la sécurité d'Ariana, a immédiatement pris une décision. La salle de sécurité. Allons-y. Il les conduisit à travers la maison jusqu'au sous-sol, où il déverrouilla une porte en acier cachée derrière un meuble à vin. À l'intérieur se trouvait une petite pièce sécurisée, avec des murs en béton armé, des écrans de surveillance et une ligne directe vers le 911. Vous serez en sécurité ici. Cette porte peut résister à des explosifs, dit Maddox. Mon équipe et moi les retiendrons aussi longtemps que possible. La police est en route, dit Ariana. Ils seront là dans 3 minutes au plus tôt, répondit Maddox. Nous devons seulement tenir 15 minutes. La porte se referma derrière eux dans un cliquetis métallique froid. À l'intérieur de la pièce sécurisée, les 3 personnes fixaient les écrans de surveillance. Les mercenaires se déplaçaient comme des ombres, silencieux, méthodiques, chaque pas calculé. Maddox et les 4 gardes sous ses ordres étaient déjà en position défensive. « Ils vont mourir », murmura Léa, les mains tremblantes. « Ces hommes sont moins bien armés et moins nombreux. » « Maddox sait se battre, dit Ariana, essayant de paraître calme, mais sa voix tremblait. Puis la fusillade commença, sur les écrans. La bataille se déroula comme un cauchemar sans bruit. Maddox et son équipe se battirent farouchement en utilisant chaque couloir et chaque angle mort. Mais les intrus étaient des professionnels qui se déplaçaient en formation parfaite. Un garde tomba, un mercenaire fut abattu, mais les attaquants continuèrent d'avancer. « Ils se dirigent vers le sous-sol, dit Elliot. Ils savent que nous sommes ici. Comment le savent-ils » Ariana s'interrompit au milieu de sa phrase, le visage livide. « Julia, elle a dû leur parler de la salle forte. Ou alors ils avaient les plans dès le premier jour, dit rapidement Léa. Quoi qu'il en soit, ils savent. » Elliot regarda autour de lui. Une seule porte, pas de fenêtre, pas d'issue de secours, pas d'armes. Ils étaient piégés dans un cercueil métallique qui n'attendait qu'à être ouvert. À l'écran, un mercenaire plaçait un dispositif sur la porte du sous-sol. « Il pose des explosifs », dit Léa, la terreur montant dans sa voix. Elliot composa le 911. « Nous sommes attaqués au 247 Hudson Yards. Plusieurs assaillants armés avec des explosifs. Nous avons besoin d'une assistance immédiate. L'unité la plus proche est à 3 minutes, dit l'opérateur. Restez à l'intérieur. 3 minutes, mais les explosifs allaient exploser en moins d'1 minute. Ariana serra la main d'Elliot. Si c'est ainsi que cela se termine, ce n'est pas fini. Il l'interrompit. Nous sommes allés trop loin. Nous ne finirons pas comme ça. Juste au moment où le dispositif commença à clignoter. Et si vous ne voulez pas rater la suite de cette affaire, croyez-moi, ça s'accélère, abonnez-vous maintenant, parce que ce qui arrive juste après, personne ne l'a vu venir. À quelques secondes de la détonation, une image inattendue apparut sur les écrans. Des véhicules de police, puis d'autres véhicules de police, puis des camions blindés du SWAT. Pas 1 ou 2, mais presque toute une force d'intervention qui se déversait dans le domaine. Les mercenaires l'ont vu aussi. Ils se sont arrêtés, ont échangé des signaux de la main, puis se sont retirés, disparaissant aussi vite qu'ils étaient arrivés, laissant derrière eux l'explosif, toujours non déclenché. « Il s'enfuit !» Léa a presque crié, incrédule. 10 minutes plus tard, le SWAT a sécurisé la propriété, désarmé le dispositif et inspecté chaque bâtiment. Lorsque la porte de la pièce sécurisée s'ouvrit enfin, Elliot, Ariana et Léa sortirent, le visage pâle mais vivant. Un homme grand vêtu d'une veste du FBI les attendait, son badge partiellement visible. « Agent Blake Hollister, Mademoiselle Lockhart, Monsieur Varenne, je suis heureux que vous soyez sains et saufs, » dit-il. Ariana demanda immédiatement « Comment êtes-vous arrivé ici si vite ?» « Nous surveillons Gregory Vance et ses associés depuis des semaines, » répondit Hollister. Lorsqu'un chauffeur de taxi a signalé avoir transporté une femme correspondant à la description de Julia Fenwick vers la frontière canadienne, nous avons compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. Nous avons immédiatement déployé une équipe. Est-elle en sécurité ?
demanda Ariana doucement. Julia. Elle est sous protection au Canada, répondit Hollister, et elle a accepté de témoigner en échange de l'immunité. Elliot expira, libéré d'un poids qui pesait sur sa poitrine depuis des années. Nous avons donc suffisamment d'éléments pour les faire tomber. Plus qu'il n'en faut, répondit Hollister avec un sourire discret et maîtrisé. Nous avons arrêté Gregory Vance, 3 cadres d'Atlantic Energy et 6 autres complices au cours de la dernière heure grâce aux données de son téléphone, aux témoignages de Fenwick et à cette attaque. Il raffermit le ton de sa voix. Ils vont passer très, très longtemps en prison. Le lendemain matin, lorsque Elliot entra dans la salle d'audience, l'atmosphère avait complètement changé. Il n'y avait plus de regard curieux le traitant comme une curiosité. Ils avaient été remplacés par un respect silencieux de la part des journalistes. Même les avocats de l'accusation semblaient épuisés, comme s'ils venaient de survivre à une bataille qu'ils savaient perdue d'avance. Le juge Matthew Rohr, désigné après que la juge Fisk se soit récusée en raison d'un conflit d'intérêts, frappa son marteau pour ouvrir la séance. « Je suis conscient qu'il y a eu des développements importants pendant la nuit, » dit-il. La procureure Catherine Morris se leva, les épaules presque effondrées. « Votre honneur, à la lumière des nouvelles arrestations et des preuves présentées ce matin, le ministère public demande le rejet de toutes les charges retenues contre Madame Lockhart. » La salle d'audience explosa. Les journalistes crièrent. Les flashs des appareils photo crépitèrent comme des éclairs. Elliot resta assis, observant Morris avec un étrange sentiment de sympathie. Elle aussi avait été un pion dans un jeu bien plus vaste qu'elle n'aurait pu l'imaginer. « La requête est acceptée », déclara le juge Rohr. « Mademoiselle Lockhart, vous êtes libre. » « Et Monsieur Varenne », ajouta-t-il après une pause, les yeux fixés sur Elliot. « Cette cour n'a jamais été témoin d'un acte aussi remarquable au nom de la justice. Vous méritez toute la reconnaissance qui vous sera accordée. » Alors qu'il quittait la salle d'audience, Ariana se tourna vers Elliot, les larmes aux yeux. « On a réussi. On a vraiment gagné. »« C'est toi qui as gagné, » répondit Elliot doucement. « Tu n'as jamais abandonné, même quand tout semblait perdu. » Léa les enlaça tous les deux, rompant le silence. « Non, nous avons gagné en équipe. » 2 mois plus tard, Elliot se tenait devant un immeuble de la 5e avenue, levant les yeux vers l'enseigne fraîchement installée, Varenne & Varenne Law, Anti-Discrimination and Civil Rights. Léa se tenait à ses côtés, tenant un tout nouveau manuel de droit. Après tout ce dont elle avait été témoin, elle s'était inscrite à la faculté de droit, une décision directement inspirée par le procès qui avait changé leur vie. « Tu crois qu'on peut vraiment diriger cet endroit ?» demanda Léa. « Oui, » répondit Elliot. « On a déjà nos 3 premiers clients, tous ceux qui ont été refusés parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer un avocat. » Léa sourit. Grâce au Lockhart Legal Justice Fund, Ariana avait non seulement créé ce fonds avec une contribution initiale de 15 millions de dollars, mais elle avait également rallié le soutien des PDG du secteur technologique qui avaient suivi le procès de près. Le fonds allait financer des affaires liées aux droits civiques à travers les États-Unis. Alors qu'ils entraient dans le bureau encore vide, Elliot entendit le bruit de talons derrière lui. Ariana se tenait à la porte, une bouteille de champagne à la main. « Je me suis dit qu'on devrait fêter ça », dit-elle, son sourire chaleureux illuminant la pièce vide. Léa comprit immédiatement. « Je vais chercher des verres, ça peut prendre un certain temps. » Puis elle s'éclipsa, laissant Elliot et Ariana seuls dans le bureau silencieux. Ils se tenaient côte à côte dans la pièce inachevée, enveloppée dans le calme qui suit la tempête. « Je ne t'ai jamais vraiment remercié, » dit Ariana doucement, « pour t'être levée ce jour-là, pour avoir cru en moi alors que tout le monde m'avait tourné le dos. » « Il n'y a pas de quoi me remercier, » répondit Elliot. « Tu m'as donné quelque chose que je pensais avoir perdu à jamais, un but. Au cours des 2 derniers mois, à travers les enquêtes, les conférences de presse et le travail pour la fondation, quelque chose avait changé entre eux. Cela avait commencé par du respect, puis de l'amitié. Et maintenant, debout ici, dans la douce lumière de l'après-midi qui filtrait à travers les fenêtres, c'était devenu quelque chose de plus profond. « Elliot », dit-elle, l'appelant par son prénom pour la toute première fois. « Je sais que nous venons de 2 mondes différents. Je sais que les gens vont parler. Mais j'ai compris la seule chose qui compte vraiment. Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il doucement. « Que le monde n'a pas d'importance. L'opinion des gens n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de trouver quelqu'un qui vous comprend, qui vous soutient et qui vous aide à devenir une meilleure version de vous-même. » Elle fit une pause, puis continua dans un murmure. « Et j'ai trouvé cette personne. » Le cœur d'Elliot s'arrêta de battre.
Depuis la mort de Sarah, il y a 15 ans, il ne s'était jamais autorisé à aimer à nouveau. Il avait enterré son chagrin, enterré son espoir, enterré l'idée qu'il méritait une seconde chance. Mais Ariana, qui avait vu au-delà de l'uniforme de concierge, au-delà des cicatrices, avait brisé tous les murs. « Je mène une vie complètement différente », dit Elliot doucement. « Je n'ai rien d'autre que mon intégrité », l'interrompit gentiment Ariana. « Et du courage, de la gentillesse et un cœur qui sait se battre pour ce qui est juste. » Elle lui toucha la main. « J'avais de l'argent et du succès. Ce que je n'avais pas, c'était quelqu'un qui me voyait comme un être humain. » Elliot baissa les yeux vers leurs mains, l'une douce, l'autre calleuse, différente mais s'emboîtant avec une facilité incroyable. « Sarah était l'amour de ma jeunesse, » dit-il. « Je pensais que cette partie de ma vie était terminée. »« Mais, » demanda Ariana, d'une voix à peine audible. « Mais peut-être avons-nous plus d'une chance, » dit-il, « si nous sommes assez courageux pour la saisir. » Ils restèrent là, dans un silence si doux qu'on aurait dit que le monde s'était arrêté dehors. Puis Elliot se pencha lentement, prudemment, tendrement. Ce baiser était une promesse entre deux personnes qui avaient été brisées, qui avaient tant perdu, mais qui avaient quand même trouvé le courage d'espérer à nouveau. La voix de Léa se racle la gorge résonna soudainement depuis l'arrière-boutique. « Je ne trouve pas de verre. Il va peut-être falloir en acheter. » Elliot et Ariana éclatèrent de rire, et ce moment intime se dissipa dans une atmosphère chaleureuse et détendue. « Viens, » dit Ariana en prenant la main d'Elliot. « Montrons à ta fille son nouveau bureau, et peut-être que ce soir, nous pourrons aller dîner tous les trois. »« J'aimerais beaucoup, » répondit Elliot. Avant de sortir, il s'arrêta à la porte et regarda une dernière fois l'enseigne Varenne & Varenne Law. Un nouveau départ, une seconde chance. Non, se corrigea-t-il silencieusement, une seconde vie. L'histoire d'Elliot Varenne nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Que la justice ne se mesure pas à la richesse ou au statut social, mais au courage et à la volonté inébranlable de se battre. Que les héros peuvent prendre différentes formes, parfois vêtus de gants de ménage plutôt que d'un costume sur mesure. Il nous montre que l'échec n'est pas une fin en soi, que la trahison peut être surmontée et que même après les pertes les plus douloureuses, l'amour peut toujours retrouver son chemin. Plus important encore, Elliot prouve que chacun d'entre nous a le pouvoir de se lever, de s'exprimer et de se battre pour ce qui est juste, peu importe qui tente de nous réduire au silence.